Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Je le dis toujours, avant de commenter, nous avons besoin de savoir. Et pour savoir, nous faisons appel à ceux qui savent. Et Patrick Stefanini connaît parfaitement les problèmes migratoires. Ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et co-auteur d'un rapport sur l'aide médicale d'État. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, trois questions essentielles. Hier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dit qu'il souhaitait remplacer la circulaire Valls de 2012. Alors, qu'est-ce que la circulaire Valls ? La circulaire Valls, c'est une décision du ministre de l'Intérieur qui donne des instructions aux préfets. Oui. Et qui leur dit, voilà les hypothèses dans lesquelles vous pourrez régulariser un étranger qui est en situation irrégulière. C'est-à-dire prononcer ce qu'on appelle en termes administratifs une admission exceptionnelle au séjour. Alors pour que vos auditeurs comprennent bien, oui. Si je me présente au baccalauréat, oui. et que je ne remplis pas un certain nombre de conditions, c'est-à-dire que si je n'obtiens pas un certain nombre de notes, je n'aurai pas mon baccalauréat. Eh bien, pour les étrangers, il y a une procédure particulière qui s'applique à des étrangers qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Donc, normalement, on doit leur refuser ce titre de séjour. Simplement, ils font valoir un certain nombre d'arguments, d'arguments liés à leur situation familiale, à des considérations humanitaires. Des parlementaires interviennent, des autorités religieuses interviennent pour plaider leur cause. Et les préfets peuvent prononcer ces admissions exceptionnelles au séjour. C'est un peu une sorte de session de rattrapage. C'est une session de rattrapage. Simplement, la session de rattrapage, ça ne peut pas être totalement à la tête du client. Il faut qu'il y ait des critères. Donc la circulaire Valls, et demain peut-être la circulaire Retailleau, c'est un document qui énonce les critères qui vont permettre aux préfets, qui vont permettre d'encadrer le pouvoir des préfets pour régulariser ou pas. Pour cette régularisation. Et si j'ai bien compris, M. Retailleau veut mettre en avant deux critères, et je crois qu'il a raison. Le premier, c'est est-ce que l'étranger dont on parle a la capacité de travailler en France ? Est-ce qu'il a une promesse d'embauche ? Peut-être est-ce qu'il a déjà un emploi ? Etc. Premier critère. Et deuxième critère, est-ce qu'il parle correctement le français et qu'il adhère aux valeurs de la République ? Voilà les deux critères dont, semble-t-il, M. Retailleau veut faire usage dans cette circulaire. Voilà. Et qui sont imposés aux préfets. Eh ben, c'est-à-dire, vous savez, le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère assez hiérarchique. Assez hiérarchique. Les préfets reçoivent des instructions. Ça va limiter le nombre de régularisations automatiquement. Alors ça, c'est ce qu'il faudra voir. Oui. Puisque chaque année, depuis des années, la France régularise à peu près 30 000 ressortissants étrangers. C'est un chiffre qu'il faut que vos auditeurs entendent bien. 30 000 étrangers, c'est relativement constant depuis... C'est constant, il n'y a pas d'augmentation. Quand j'étais secrétaire général du ministère, on régularisait 30 000 étrangers par an. Et l'année dernière, grosso modo, c'était la même chose. Oui, on ne bouge pas. Simplement, il faut savoir qu'on délivre dans le même temps à peu près 325 000 titres de séjour. Donc, dans ces 325 000, il y a les 30 000 régularisations. Mais vous voyez donc que ça veut dire que, grosso modo, 10% des étrangers qui reçoivent un titre de séjour ne remplissaient pas au départ les conditions pour le recevoir et ils sont régularisés. Voilà, par une décision souveraine. L'AME. Alors, parlons de l'AME. Vous avez, votre rapport fait autorité. Vous êtes co-auteur de ce rapport avec Claude Évin sur l'aide médicale d'État. Alors, on ne sait pas encore ce que va décider définitivement le gouvernement. On n'a pas... Mais l'AME pourrait être transformée en aide médicale d'urgence. Alors à gauche, on dit, si l'on supprime l'AME, eh bien, il y aura des dépenses supplémentaires. C'est ce que j'entends. Que dites-vous à ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement quel est le cœur du débat ? Alors, les étrangers en situation irrégulière bénéficient en France d'une aide qu'on appelle l'aide médicale d'État, qui leur permet d'être soignés, d'accéder gratuitement
à un panier de soins qui est un panier de soins assez large. Oui. Bon. Si on supprime l'aide médicale d'État et qu'on la remplace par ce qu'on appelle l'aide médicale d'urgence, oui. qui est le premier niveau de l'accès aux soins en France, oui. ça veut dire que ces étrangers ne pourront plus consulter des médecins de ville. Ils ne pourront être soignés que dans ce qu'on appelle les établissements hospitaliers. Aux urgences, quoi. Aux urgences, voilà. Ouais. Donc, il y a un vrai risque, si vous supprimez l'aide médicale d'État, oui. il y a un vrai risque que les clandestins, dont on évalue le nombre en France entre 600 000 et 900 000, oui. Et les bénéficiaires de l'AME, on sait qu'aujourd'hui, ils doivent être un peu plus de 400 000. Oui. Il y a un vrai risque que ces personnes-là aillent exclusivement donc dans les établissements hospitaliers et ne viennent embolir totalement le fonctionnement du service des urgences. Oui, qui est déjà surchargé. Ça, c'est le risque. Alors, nous, ce que nous avons dit avec Claude Évin dans notre rapport, c'est un rapport de compromis. Moi, je n'étais pas d'accord avec M. Évin sur tous les sujets concernant l'AME, et lui non plus. Bon, donc nous avons rédigé un rapport de compromis. Mais ça fait du bien, les rapports de compromis. C'était la mission qui nous était demandée. Oui. Et nous avons pointé du doigt que, tout en gardant l'AME, on pouvait la réformer. Je vais prendre trois exemples. Premièrement, la définition des ayants droit. C'est-à-dire ceux qui peuvent bénéficier de l'AME. Il est logique que les enfants mineurs d'un étranger en situation irrégulière puissent bénéficier de soins. Il viendra à l'idée de personne qu'un enfant mineur ne puisse pas accéder aux soins. En revanche, ce qui est surprenant, c'est que dans la réglementation de l'AME, les majeurs peuvent bénéficier de l'AME alors qu'ils n'en remplissent pas les conditions. Donc des adultes, des concubins, des pacsés. Bon. Donc ça, déjà, nous avons proposé de réformer la définition des bénéficiaires de l'AME. Premier sujet. Deuxième sujet, la définition du panier de soins. En Allemagne, il y a des soins qui sont exclus de la définition du panier de soins auxquels peuvent accéder les étrangers en situation irrégulière. En Allemagne, notamment, il y a deux types de soins, deux types de mesures qui sont exclus du panier de soins. C'est tout ce qui a trait aux mesures de prévention. Autrement dit, en Allemagne, on vous soigne si vous êtes dans une situation d'urgence, si vous avez besoin d'un soin rapide, mais on ne prend pas en charge les dépenses de prévention. Et deuxièmement, en Allemagne, on ne prend pas non plus en charge les traitements au long cours d'une maladie chronique. Bon, il y a toujours l'idée que on ne veut pas laisser un étranger sans soins alors que peut-être il risque de mourir, mais qu'en revanche, on ne prend pas en charge des dépenses de prévention qui s'inscrivent dans le long terme ou des dépenses de maladies chroniques. Donc, deuxième proposition, on pourrait en France restreindre le panier de soins. Et enfin, troisième proposition, nous avons actuellement en France un système dans lequel l'assurance maladie donne son accord préalable pour la prise en charge de certaines dépenses. C'est-à-dire que je suis étranger en situation irrégulière, je bénéficie de l'AME, mais pour certaines dépenses, il faut que l'assurance maladie, au cas par cas, donne son accord en amont. Bien, on pourrait étendre la liste de ces maladies, de ces pathologies, de ces affections pour lesquelles il y a un accord préalable de l'assurance maladie. Et ça, on peut le faire par voie réglementaire. Et je veux juste conclure sur l'AME. Ça fait à peu près 1 an qu'on a rendu notre rapport. Monsieur Attal avait dit, je mettrai en œuvre les conclusions du rapport Évin-Stefanini, en tout cas au moins pour celles qui ont une dimension réglementaire. Bon, il n'a pas eu le temps de le faire, enfin bref, peu importe, il ne l'a pas fait. Il faut décider. Maintenant, il faut décider. Alors, M. Retailleau, lui, il voulait aller plus loin que notre rapport. Madame Darrieussecq, la ministre de la Santé, a dit pas touche à l'AME. Il y a un Premier ministre, il faut qu'il arbitre. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est une décision maintenant rapide, et notamment que des décisions soient prises à l'occasion de ce qu'on appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque dans nos propositions, il y a des propositions de nature législative, et si on veut les endosser, si on veut les prendre en compte, il y a un vecteur législatif qui est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Eh bien, merci Patrick Stefanini, c'était très clair, vraiment très clair, et c'est un appel lancé au gouvernement, qu'il se saisisse du sujet, une bonne fois pour toutes, sur la base
base de votre rapport, parce qu'il est excellent. De ce notre rapport ou d'autres. Oui, mais il est enfin, excellent, votre rapport, donc on va pas. Merci Patrick Stefanini, Merci. 7h51.